Salut à toutes et à tous, je suis le Baron Fou et vous êtes bien sur Enigma, votre émission réaliste et fantastique sur Europa Radio. Pour cette troisième émission, notre désormais célèbre malgré lui, Monsieur K, va aborder le thème ô combien intéressant et inexploité des liens existants entre communisme et ésotérisme. Les mots sont lâchés. Bonjour à vous, Monsieur K. Bonsoir. Alors, ma première question, Monsieur K, c'est déjà pourquoi avoir choisi ce thème? Mais écoutez, il me semblait que dans le cadre de du travail d'Enigma, qui s'inspire de la méthode un petit peu de la revue Planète animée par Bergier et Powell, il était utile de faire un petit tour dans les coulisses du communisme et principalement de sa forme soviétique. Et donc, ce thème m'a semblé s'imposer en un sens. Oui, très inexploité, hein, comme je l'avais souligné. On trouve pas beaucoup de sources, sauf peut-être une petite série sur YouTube, une émission qui était passée il y a quelques mois, quelques années. Donc, petite parenthèse mise à part. Par où commencer? Quel est le commencement de notre périple à travers l'aventure politique du communisme? Je dirais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le livre d'Alain Besançon qui s'intitule Les origines intellectuelles du léninisme aux éditions Gallimard-Tel. Donc il y a un ouvrage assez sérieux, universitaire, tout ce qu'il y a de plus admis, puisque Alain Besançon est aujourd'hui membre de l'Institut. Et il y a dans les premiers chapitres, il y a toute une enquête en fait d'Alain Besançon sur les sources à la fois antiques, pré-socialistes, par exemple les sectes protestantes socialistes comme les Levelers britanniques, et différentes aussi incursions dans la question de la gnose, qui était une secte chrétienne des premiers siècles et qui était constituée elle-même d'une collection de cultes antiques. Et on remonte très très loin là, Monsieur K. On monte tout de suite à des origines, donc tu me dis pré-chrétiennes, chrétiennes. Alors, contemporaine du christianisme, la gnose, ce que les chrétiens appellent le gnosticisme, qui sont des sectes très variées, mais qui sont toutes marquées par un certain dualisme. Il y a aussi donc certaines sectes protestantes très très minoritaires, mais qui avaient fait des expériences de socialisme assez approfondies. Il y a aussi certains types de socialisme idéaliste, le socialisme utopique, comme les Saint-Simoniens par exemple, qui avaient une très forte connotation religieuse et qui avaient voulu faire une sorte de nouvel évangile. Par exemple, ils avaient mis en place la pratique de la chemise qui se boutonnait dans le dos, de manière à s'obliger à vivre en société en fait. Donc, mais ils étaient très évangéliques, je dirais en surface, et assez tourneurs de table et ésotéristes par ailleurs. D'ailleurs, les Saint-Simoniens entretiendront toujours un lien assez fort avec ce qu'on appellera plus tard la synarchie, puisque ce sont des Saint-Simoniens qui seront à l'origine du mouvement synarchique d'Empire et d'institutions aussi variées que le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais, d'ailleurs, qui sera le promoteur capitaliste, si l'on veut, de la première délégation française à l'internationale socialiste, la première internationale socialiste à laquelle appartenait Marx, et qui était donc à la fois un mouvement spiritualiste, idéaliste et socialiste. Et financier. Et financier et technocratique aussi, puisque ce sont eux qui vont imaginer la restructuration du monde par les voies de chemin de fer et tous les grands travaux du genre comment ça s'appelle, les isthmes, le travail dans les isthmes, enfin le creusement des canaux dans les isthmes, à la fois de Panama, oui, Suez. On rappellera ce scandale. Et tout à fait, et c'est sans doute pas un pur hasard. Voilà. Après, il y a des influences il y a une influence, je dirais, méthodologique de la pensée gnostique, c'est-à-dire que le tour d'esprit qui des siècles avant avait produit la gnose, ce tour d'esprit dans un monde moderne, scientifique, scientiste même, va donner en fait un terrain assez fécond, assez propice au développement de l'idéologie. C'est ce qu'explique avec moult détails Alain Besançon, donc je m'étends pas, je renvoie les lecteurs vraiment à cet ouvrage majeur sur les sources, disons, occultistes et spiritualistes, gnostiques du communisme. Ensuite, il y a eu une phase de maturation française, je dirais, de la généalogie du communisme,
dans les Lumières et dans le socialisme, à la fois en France, puis en Allemagne, dans l'idéalisme allemand, dans la philosophie idéaliste allemande. Et tout cela va produire une nouvelle synthèse, si vous voulez, dans la pensée marxiste-léniniste, et trouver là aussi une terre d'accueil tout à fait féconde dans la Russie pré-soviétique, puisque il y a toute des orientations intellectuelles, de sensibilité artistique, spirituelle en Russie, qui la prédisposent en fait à un certain idéalisme, à un messianisme. Messianisme, tout à fait, bien sûr. Et on pense immédiatement à la figure de Raspoutine, qui sera un élément, je dirais, assez symptomatique du climat spirituel qui règne en Russie avant la révolution bolchevique. Et qui était Raspoutine, là, pour nos auditeurs, pour résumer en quelques mots, vraiment quelques mots, hein. Je pense que ça mériterait une émission en soi, mais Raspoutine et qu'on fera. une secte qui s'appelait les Klisti, qui était une secte pseudo-orthodoxe, enfin pseudo-chrétienne et pseudo-orthodoxe, qui en fait avait des pratiques chamaniques, des pratiques de type chamanique, avec des pratiques collectives, d'orgie collective, mais aussi de la recherche en fait d'une sorte d'ascèse dans la débauche. C'est paradoxal. Oui, c'est effectivement ce que j'avais vu quelques émissions sur Raspoutine. Et effectivement, c'est si on veut résister à la tentation, faut y céder. C'est quelque chose du style là. Hein. C'est ça. Hein, très, très bizarre. Les Klisti en fait sont une secte russe qui est sans doute très liée à un haut lieu, à un des hauts lieux de ce que certains auteurs ont pu appeler la contre-initiation, et qui est une tour du diable quelque part en Russie, mais je ne m'étends pas, je pense qu'on devra y revenir un jour. Bien. Voilà. Alors là, nous sommes arrivés sur le terrain fertile de la Russie tsariste au début de ce XXe siècle. Donc, si on résume bien, le parcours très rapide qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est que les origines d'une certaine forme de rationalisme, ce rationalisme a des origines sectaires et religieuses. Tout à fait. Ça. Il y a un numéro d'ailleurs de la revue dont on avait déjà évoqué dans nos émissions l'existence qui est Politica Hermetica, avait fait un numéro spécial sur socialisme et occultisme au 19e et au début du 20e siècle. Et on voit qu'il y a une très profonde parenté de méthodes, de préoccupations aussi entre les milieux socialistes et les milieux occultistes. Je n'en donnerai qu'une seule figure, par exemple Auguste Blanqui, qui a été à la fois mêlé à toutes les sectes maçonniques, paramaçonniques, socialistes, etc., qui renvoie d'ailleurs aussi à l'imaginaire de la conjuration des égaux de Gracchus Babeuf, avec lequel, d'une certaine manière, il a fait une certaine continuité entre la fin de la Révolution française et la conjuration des égaux de Babeuf et ce qui deviendra plus tard le communisme de type marxiste et le socialisme marxiste. Et lui était donc de toutes les sectes et en même temps de toutes les conspirations socialistes et républicaines. Donc c'est intéressant de voir que cette figure, par exemple, était à la croisée des chemins entre les Carbonari d'une part, la maçonnerie, je vous dis toutes les conspirations possibles et imaginables, et aussi des milieux préoccupés par des questions occultistes. Voilà. Mais le communisme soviétique, et surtout, c'est ça la chose intéressante, est une sorte de conspiration à ciel ouvert, mais qui est une sorte d'aggiornamento, de mise au goût du jour, du vieux projet des Illuminés de Bavière, du précédent, disons de leur fondateur, ou en tout cas de leur ordonnateur, Adam Weishaupt, qui était donc aussi lié au milieu des jésuites. Donc là, je veux pas du tout faire de sous-entendu, mais par la suite, disons qu'il y aura une très forte opposition des jésuites et des francs-maçons, et aussi des jésuites et du communisme. Mais en tout cas, on peut voir là qu'il y a eu une sorte de une sorte de traçabilité idéologique. Oui, il y a un lien, en tout cas, je dirais peut-être dans la méthode aussi, et par exemple dans la volonté de diffusion d'une idéologie, je dirais à portée universelle. Voilà. Ensuite, la technique aurait été partagée, ou en tout cas il y a une filiation au niveau de la technique. Je crois que l'ordre des Illuminés de Bavière fonctionnait de manière très semblable pour la première mouture de ce qui donnera par la suite les jésuites et qui s'appelait les alumbrados, les illuminés, les allumés, les illuminés,
en espagnol, fondée en 1492, et qui, beaucoup de ces illuminés étaient, de ces alumbrados, étaient des juifs maranes, c'est-à-dire des juifs qui avaient, puisque à l'époque, en 1492, c'est l'expulsion des juifs d'Espagne, Ils étaient convertis, convertis au christianisme. Tout à fait, qui se convertissent pour ne pas avoir à essuyer justement l'exil. Mais qui beaucoup d'entre eux en fait pratiquent une sorte de dissimulation et qui ne sont que des convertis de surface. D'ailleurs, il y a des communautés maranes aujourd'hui en Espagne, donc on peut voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est-à-dire, ce sont des juifs qui à la fois ont une sorte de pratique à demi secrète de la confession juive et qui ont des références chrétiennes et qui sont très je dirais intégrés à la société espagnole, tout en ayant conservé donc des attaches de ce type. Et on sait que dans l'Espagne était la terre d'élection du judaïsme talmudique et kabbalistique, puisque Maïmonide, qui est le grand phare de la pensée kabbalistique et talmudique, était un sujet espagnol. Voilà, donc ces illuminés, ces alumbrados, qui étaient dès l'origine en fait constituaient une sorte de société d'intention, donnera par la suite donc, par décalque, les illuminés de Bavière, dont les communistes eux-mêmes seront une sorte de branche qui va progressivement s'autonomiser. Oui, mais on voit d'ailleurs les mêmes, comment dirais-je, les mêmes héros, les mêmes références. Par exemple, je crois que Weishaupt, son pseudo, c'était Spartacus ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Qu'on retrouvera d'ailleurs pendant la Révolution en Bavière, justement, en 1918-1919. Tout à fait. Ensuite, il y a la volonté d'imposer un code moral global et un véritable projet universel, de gouvernement universel, sans Dieu et visant aussi à renverser tous les pouvoirs existants, tous les pouvoirs traditionnels existants. Et puis on retrouve des petits symboles qui se promènent, comme par exemple le choix du 1er mai comme fête des travailleurs, et qui en réalité correspond dans le calendrier occultiste à la nuit de Walpurgis. C'est-à-dire la nuit de Walpurgis, monsieur K. C'est une fête païenne. Et là, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif, là, monsieur K. Non, je dis pas ça, mais je dis que, je cite ici Philippe Muret, je dirais que la révolution socialiste et communiste constitue le retour au paganisme sous deux aspects. Donc voilà, le communisme et le paganisme sont deux aspects d'un même phénomène. Voilà, je n'en tire aucune conclusion autre que le fait que la nuit de Walpurgis est une importante date pour, disons, faire vite pour les sorcières, et qu'ils ont choisi de faire du 1er mai la grande fête des travailleurs. C'est pas anodin. Vous n'aimez pas les sorcières, monsieur K. Vous n'aimez pas les sorcières. Bien. D'autres symboles peut-être à analyser, ou peut-être on y reviendra plus tard. Oui, on va les voir, on va en voir quelques-uns au fur et à mesure de notre entretien, mais voilà. Ensuite, il y a par exemple certains aspects plus précis et beaucoup plus sinistres là, comme certains aspects de l'assassinat de la famille impériale de Russie, qui a été assassinée selon un schéma, disons, rituel. Alors, il faudrait peut-être un petit peu rappeler le contexte historique. Donc, on est effectivement en 1900. Je pense qu'ils ont été assassinés en 1917-1918, quelque chose comme ça. 1917. La famille Romanov, la famille impériale. Donc. Et certains signes, si vous voulez, qui ont été retrouvés sur les lieux, laissent penser qu'il s'agissait beaucoup plus d'une sorte de sacrifice rituel que d'une opération strictement politique. C'est-à-dire certains signes, comment dirais-je, des inscriptions à caractère magique, si vous voulez, sur les murs de la pièce qui ont été exécutées. Vous tenez de ça de source officielle? Non, mais bon, ça il faut enquêter. J'invite les auditeurs qui voudraient creuser à chercher. Ensuite, il y a un point très important. On a parlé du climat, des sources gnostiques et pseudo-orthodoxes ou parachrétiennes, ou disons du socialisme, qui était une forme de christianisme profané, laïcisé. On se souviendra de Rasputin encore une fois. C'est une source essentielle des liens entre le communisme et l'occultisme. Ça représente peut-être 80 ou 90% des apports culturels, symboliques, imaginaires, inconscients, si vous voulez aussi, dans le messianisme communiste et dans les références, au salut, tout le champ lexical
du salut par le prolétariat n'est qu'un décalque évidemment de la rhétorique chrétienne laïcisée. Comme disait Chesterton, disons que les idées modernes sont des idées chrétiennes devenues folles. Voilà, donc je voudrais vraiment insister sur ce point. C'est que vraiment... Ou le communisme c'est le christianisme sans Dieu, quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est le et aussi le souhait de vouloir créer le royaume sur terre. C'est-à-dire il n'y a pas d'attente ni surnaturelle ni post-mortem. Le paradis c'est pour ici et maintenant. Voilà. Donc je voulais insister sur ce point, sur cette importance des sources chrétiennes, mais il reste quand même il y a d'autres sources dont l'une est assez importante également, encore qu'elle ne représente pas un volume aussi important en termes d'apport. Ce sont les sources juives, en particulier dans le recrutement des cadres, à la fois des socialistes quand ils seront dans l'opposition et des révolutionnaires pendant les événements, mais aussi des cadres de l'appareil soviétique, et qui ont tous qui pour beaucoup d'entre eux ont reçu une éducation religieuse, puisqu'il y aura un important apport de cadres juifs dans le parti à la fois russe, mais pas seulement, dans le parti en France aussi, puisqu'il y a un livre très intéressant de Jacques Frémontier qui s'intitule L'Étoile rouge de David et qui justement examine les liens entre judaïsme et communisme. Mais là c'est le parti donc le parti première mouture. Le parti, même disons dans ses origines jusqu'à la rectification, à la contre-réforme stalinienne. Hein. Voilà, ça aura une importance quand même importante, capitale même, ce recrutement juif, et cette éducation de beaucoup de ces cadres qui vont recevoir une éducation religieuse, mais aussi surtout, et c'est ça le plus, je dirais qui là commence à sentir un peu des choses plus subversives, l'enseignement pas tellement religieux, mais l'enseignement, je dirais, strictement occultiste et kabbalistique. Je pense éminemment à une figure comme celle de Trotsky, de son vrai nom David Bronstein, qui est un juif d'Odessa. Il faut savoir que Odessa était une véritable enclave juive, presque tout le monde était juif dans cette ville, et donc la vie s'y était organisée autour de la vie communautaire juive. Et par exemple, Trotsky a étudié assez profondément le Talmud. Il a également été initié aux sciences secrètes à Vienne par un certain Victor Adler. Mais il a surtout eu pour gourou un certain Israël Elfand, sataniste, milliardaire et trafiquant d'armes, qui se faisait appeler Alexandre Parvus. Trotsky était 32e degré dans une loge maçonnique, et il avait choisi pour emblème de l'armée rouge le pentagramme, qui est un symbole occultiste éminent. Mais un symbole, là on est en train plutôt de parler du côté kabbalistique, la Kabbale, donc il faudrait peut-être un petit peu définir en quelques mots la Kabbale. Disons que la Kabbale est la forme la forme juive, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des kabbalistes chrétiens et des kabbalistes, je dirais, agnostiques, en un certain sens, qui n'ont pas de confession, je dirais, qui n'ont pas de teinte confessionnelle, mais qui est quand même une magie d'origine juive, en réalité babylonienne, qui est de la haute magie, de la convocation d'entités extradimensionnelles, si vous voulez, ce que certains appellent des démons, la démonologie donc. Il y a aussi des recettes pour jeter toutes sortes de sorts. Donc, c'est plutôt de la technique. Enfin, moi, avec mon esprit qui est très malheureusement rationaliste, c'est plutôt des techniques de manipulation, des techniques d'illusion, ce genre de choses peut-être. Non, c'est des choses ou alors vraiment on est plutôt dans l'ésotérisme pur et dur. Oui, la haute magie. C'est-à-dire Aladdin, quoi, si on simplifie. C'est Aladdin, c'est la haute magie, c'est-à-dire c'est la convocation d'esprit. C'est la création de familiers, c'est toutes sortes de filtres, d'objets magiques, de talismans, de sorts, de protection contre les sorts, de remèdes, je dirais avec un caractère un peu surnaturel, etc. C'est de la magie. Voilà, la Kabbale est profondément de la magie, mais pas seulement. C'est aussi une vision du monde. C'est un outil de pouvoir, c'est-à-dire que c'est une science qui permet de comprendre les secrets de la matière, enfin en tout cas c'est ce que croient les kabbalistes. Hein. Ils recherchent dans leur optique, hein, oui, tout à fait. Dans leur optique, ils recherchent en fait la pénétration des secrets de la nature pour pouvoir en prendre le contrôle
et pouvoir l'exercer évidemment sur les hommes. C'est le but ultime. C'est être Dieu à la place de Dieu, quoi. Non, c'est plutôt de faire de soi-même un Dieu. Ah oui, oui. C'est de devenir une sorte de Dieu par la connaissance des mystères très hauts. Voilà. Marx lui-même, et c'est un apport important, était membre de la Loge Humanité, et c'était un illuministe. Il a écrit le manifeste du Parti communiste sur commande de certains capitalistes lorsqu'il était reporter à Londres. Et puis il avait également des accointances satanistes, puisque malgré le fait que sa famille était d'origine juive convertie au christianisme, il a écrit dans sa jeunesse des poèmes satanistes. Je vais vous en donner un tout petit aperçu. Ah, vous aviez écrit tout ça, enfin vous l'aviez gardé sous le coude. Ainsi, un Dieu m'a arraché mon tout. Dans les malédictions et dans les coups du sort, tous les mondes se sont évanouis, sans espoir de retour, et il ne me reste plus désormais que la vengeance. Je veux me bâtir un trône dans les hauteurs, son sommet sera glacial et gigantesque, il aura pour rempart la terreur de la superstition, pour maréchal la plus sombre agonie. Quiconque porte vers ce trône un regard saint, le détournera, pâle et muet comme la mort, tombé entre les griffes d'une mortalité aveugle et frissonnante, puisse son bonheur creuser sa tombe. Par exemple, ça c'était Invocation d'un désespéré. Ça donne froid dans le dos, surtout quand on connaît la suite. Il en a écrit un autre, par exemple, qui s'intitule Le Ménestrel. Les vapeurs infernales me montent au cerveau et le remplissent jusqu'à ce que je devienne fou et que mon cœur soit complètement changé. Regarde cette épée, le prince des ténèbres me l'a vendue. Voilà, faut dire que c'était peut-être aussi dans l'air du temps à l'époque. Oui, on peut mettre ça sur le compte de la mode, mais quand même, le pasteur Wurmbrandt, qui est cité dans des livres aussi sérieux que le livre Nord du communisme, par exemple, qui lui était donc un pasteur allemand et qui a eu beaucoup à souffrir de la persécution communiste en raison de sa foi, a fait l'objet de tortures qui sont inexplicables sans un certain sadisme qui dépasse même le vice commun, si vous voulez, qui dépasse la brutalité vulgaire. Il détaille les tortures, les tortures psychologiques aussi, les tortures physiques évidemment, mais vraiment il en ressort une impression vraiment de quelque chose d'une haine diabolique qui s'est traduit dans d'autres événements. Comment expliquer sinon, autrement que par la haine diabolique, une sorte vraiment de haine inexpiable, le fait que des rouges espagnols par exemple aient fusillé des statues de Jésus ou tout simplement les anarchistes. On se souvient de beaucoup d'épisodes très très sanglants dans le camp des républicains espagnols, où ils sont entretués entre eux. Tout à fait. On pense là vraiment à une sorte de fanatisme pour persécuter les gens du POUM comme ils l'ont fait, ou même les libertaires à Barcelone en 37. D'ailleurs, George Orwell en avait gardé un souvenir très amer. Tout à fait. Et je crois qu'il y a quelque chose même dans l'anthropologie de l'homme soviétique dont a beaucoup parlé Zinoviev, qui était lui-même un produit du système soviétique. Dans les hauteurs béantes, par exemple, il décrit le néant qui peut exister dans la psyché de l'homme soviétique moyen, comment le néant est organisé par l'État, si vous voulez. Tout ça est très intéressant et nous emmène sur des terrains de méditation métaphysique, spirituelle, qui ne cesse de nous interroger, d'interroger la nature profonde et réelle de ce système totalitaire. Vraiment, pour moi, il y a des témoignages qui laissent clairement penser qu'il y a eu des interventions, disons, pour faire simple, de nature surnaturelle. Voilà. Oula. Sans aller si loin, on pourrait souligner encore une fois que il s'agirait de ce qu'on pourrait appeler une espèce de religion séculière sans Dieu, une religion profane, quoi. Tout à fait. L'athéisme était était devenu en fait la religion de l'État soviétique. La révolution elle-même est profondément marquée par un messianisme profane. Cet aspect religieux et ce fanatisme que mettaient les communistes à exécuter leurs tâches était aussi dû au règne de la terreur, qui était devenu une sorte presque de vertu communiste. Le gouvernement par la terreur, par le mensonge. Ça rappelle quelque chose, ça, la terreur, notamment dans notre pays, hein. Bien sûr, bien sûr. Ce petit côté
C'est très très robespierrien, Robespierrien, Oui, c'est tout à fait robespierriste, et surtout il y a un aspect presque sacrificiel dans tout ce sang versé qui moi en tout cas ne laisse de m'interroger. Voilà. Après, il y a la question des destructions religieuses dont on a déjà parlé, mais qui là aussi pose question. Et puis il y a surtout, et c'est ça un des aspects les plus importants qu'on va aborder maintenant, c'est le caractère profondément occulte du système communiste. Il suffit là pour s'en convaincre de lire ce qu'a pu écrire par exemple Annick Riegel, qui fait partie de l'école Furet dans le livre nord le livre nord du communisme, et les suites aussi de ce livre noir, comme du passé faisant table rase, tous les témoignages universels là pour le coup, alors que ce soit en Union soviétique, en Roumanie, en Allemagne de l'Est ou en Extrême-Orient, des comportements d'une brutalité, d'une haine aveugle qui témoignent d'un fanatisme de type religieux et qui sentent, pour moi, le souffre, clairement. Il y a cet aspect donc de religion séculière, cette haine de Dieu, ce combat contre le christianisme et toute forme religieuse, parce qu'ils combattent le fanatisme anti-religieux, oui. D'ailleurs, on pourra parler de ça d'ailleurs, notamment via. Il y a un fanatisme religieux, un fanatisme anti-religieux, mais de nature religieuse. Il y a les sources aussi, et ça c'est très intéressant. Les sources, on parlait tout à l'heure de Marx, les sources fabiennes. Il faut savoir que la société fabienne, donc qui est à l'origine de plusieurs formes de socialisme, par exemple le New Deal américain, une certaine influence sur le fascisme de type italien, sans doute une influence aussi sur un intérêt, ils ont eu un intérêt à un moment donné en tout cas pour le socialisme hitlérien, et évidemment une répulsion un peu, mais également une volonté de composer en tout cas avec le socialisme soviétique. Et le socialisme fabien est très marqué par l'ésotérisme. La société fabienne elle-même est une société secrète, enfin discrète, puisqu'elle est membre fondateur du Parti travailliste britannique. Elle est connue, mais ses activités sont très discrètes et son symbole en lui-même est très énigmatique. J'invite les auditeurs à se renseigner sur le sens de leur logo. Voilà, le socialisme fabien lui-même était absolument rempli de personnes qui avaient par ailleurs des pratiques occultistes, et donc il y a sans doute là aussi une connexion. Mais je reviens vraiment au centre de notre affaire, le communisme comme société secrète. Il faut lire là sur ces aspects, sur l'aspect société secrète et occultiste à des fins politiques certes, mais avec tous les éléments qui constituent la secte. Pour s'en faire une idée un peu précise, il faut lire le livre de Yann Valtin, Sans patrie ni frontières, aux éditions Babel, qui se lit comme un roman, qui fait presque 900 pages, mais qui est absolument passionnant et qui est un témoignage de première main d'un des membres de la hiérarchie, de la haute hiérarchie du Comintern, qui était donc l'organisation de politique étrangère, si on veut, d'influence à l'étranger de l'Union soviétique. Tout un programme, toute une vision du monde. Toute une vision du monde. Ensuite, je voudrais parler aussi, toujours sur cette thématique, sur le projet communiste, cette conspiration à ciel ouvert, des analyses de Jules Monroe, qui était un sociologue très connu dans les années 60, 70 et 80, et qui avait publié une trilogie disponible aujourd'hui uniquement aux éditions du Trident, qui s'intitulait Sociologie du communisme, et où il parle de l'empire du mensonge, et de ce dragon rouge dont on a pu faire, je dirais, même des séries Z au plus beau des années 70 et 80 aux États-Unis. Mais voilà, cet empire du mensonge, c'est quand même très intéressant de voir que tout le système était bâti là-dessus. Et en un sens, la vérité a toujours quelque chose de religieux. Hein. La vérité, les vérités cachées, si vous voulez, dans la nature, que l'on peut, qu'on peut s'approprier par la contemplation. La vérité profonde dont témoigne le monde était comme niée par le communisme en raison de son projet totalement utopique et criminel. Et cette dénomination d'empire du mensonge en tant que telle renvoie immédiatement, pour ceux qui ont un peu de culture chrétienne, au père du mensonge. Le père du mensonge dans les évangiles, c'est
évidemment l'ennemi, Satan. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs autres éléments qui mériteraient qu'on s'y arrête. Par exemple, quelques symboles communistes, comme le tombeau de Lénine, qui est une pyramide tronquée et qui renvoie donc à un symbole extrêmement important, même s'il est d'une très grande simplicité, mais qui est très important pour les hauts gradés des sociétés opératives de la maçonnerie qui pratiquent la haute magie, du type de la Golden Dawn. Ce symbole, c'est le trapèze. La pyramide tronquée, c'est le trapèze. Et ce trapèze renvoie à une réalité illuministe, en tout cas, pour eux. Hein, je ne crois pas que ça ait une quelconque réalité, hein, mais pour eux, ça renvoie à la pyramide tronquée que l'on voit, ce fameux symbole illuministe qui renvoie à l'illumination de l'initiation, dont, pour certains, en tout cas, Lucifer est le maître, si vous voulez. Puis il faut dire d'une manière plus terre à terre que bon, c'est quand même très bizarre. On a un corps qui est momifié, on a tu le disais, effectivement une espèce de pyramide tronquée, on a le fait qu'on peut le voir que dans un seul sens. D'ailleurs, le cerveau a été extrait du corps, hein, le corps qui est lui-même momifié, comme je l'ai souligné, et le cerveau a été étudié, a été découpé en des milliers de petites lamelles et étudié donc par un institut qui s'appelait l'Institut du cerveau de Lénine. Je trouve ça complètement. Mais c'est vrai que ça peut nous sembler complètement fou. Mais c'est ce qui explique un peu Alain Besançon. Quand chasser le religieux, il revient au galop. L'homme a une structure religieuse, il a une attente religieuse et partant, quelle que soit sa confession, hein, mais il y a une soif religieuse en l'homme. Il y a une disposition à la religiosité. Et quand les communistes ont détruit toutes les spiritualités traditionnelles, ils ont bien dû leur substituer quelque chose. Le progrès, souvent c'était ça. Hein. Oui, il y a la question de l'idéologie, bien sûr, qui prend la place des vérités enseignées par les religions traditionnelles, mais il faut aussi des idoles. Et ils ont, tout le monde le sait, évidemment, mis en place le culte de la personnalité. D'abord de Lénine, puis de Staline, puis ailleurs de Mao, ou jusqu'à Enver Hoxha, Castro, etc. Donc, l'idole, le sauveur, qui est parfait, parce qu'en fait c'est ça, examiner le cerveau de Lénine, c'est le Messie, oui. C'est postuler la perfection intellectuelle de Lénine, et en un sens c'est un nouveau Christ pour les communistes, c'est-à-dire que le Christ n'étant rien, ils en ont quand même besoin d'un, donc ce sera Lénine, quoi. On postule la perfection de Lénine, c'est pour ça qu'on étudie son cerveau comme pour y trouver encore des réponses, si on veut. Et puis l'immoler, c'est quand même une pratique de l'Égypte ancienne, le momifier. Le momifier, c'est quand même une pratique de l'Égypte ancienne, c'est quand même très très étrange. Surtout si on le met dans une pyramide tronquée qui plus est, qui renvoie évidemment à une sous-culture illuministe. Voilà, c'est quand même très bizarre. Ensuite, un autre exemple de symbole communiste énigmatique et qui crée la surprise, c'est la faucille et le marteau. Alors tout le monde se dit, la faucille c'est la colcosienne, le marteau c'est l'ouvrier. Voilà, c'est l'union de la paysannerie et du prolétariat industriel. Ce n'est pas ça? Non, pas du tout. En réalité, la faucille et le marteau renvoient à des réalités à la fois astrologiques, et à ce qu'on appelle dans certains milieux l'astrothéologie, et renvoie à des divinités antiques. Par exemple, la faucille renvoie à la fois à Cérès, donc déesse de l'agriculture, mais elle peut renvoyer aussi, et là c'est beaucoup plus étonnant, à Saturne, puisque dans le symbole de la planète Saturne, il y a une sorte de faucille. D'anneau, oui, oui. Voilà, et cette faucille, Saturne est le grand dieu de l'occulte. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les clergés sont en noir. Voilà, la pierre noire de la Kaaba est noire parce que c'est la couleur de Saturne. Saturne, c'était le dieu des savoirs occultes dans le monde ancien. Et puis, alors le marteau renvoie éminemment à Thor, Vulcain. Vulcain, le dieu du souterrain, le dieu des choses cachées, le dieu des trésors. Voilà, ça renvoie à des divinités. Alors Vulcain d'une part, mais Thor aussi, dieu de la guerre, dieu du Nord, dieu des... Voilà, si vous vous référez là à la Kabbale, aux pratiques kabbalistiques ou aux pratiques runiques,
il y a une richesse de signification presque inépuisable. Hein. Si on creuse du côté de Saturne d'une part et du côté de Vulcain, Thor de l'autre, ça nous emmènerait très très loin. Ensuite, il y a la couleur rouge qui est la couleur impériale par excellence, la couleur de l'Empire dans le monde ancien, le rouge qui est la couleur aussi des Rothschild, qui ont été les grands financiers de la révolution soviétique. Mais pas seulement, puisqu'ils... Oui, on soulignera jamais assez ça, que finalement ce sont des purs capitalistes qui ont financé, tout du moins au début, la révolution russe. Hein. Tout à fait, jusqu'à ce qu'elle leur échappe avec l'arrivée de Staline. Mais là, j'y reviendrai en fin d'émission. Mais on est sur des thématiques de ce type. C'est-à-dire qu'en fait, la révolution communiste était une révolution promue par le clan Rothschild. Et en réalité, les communistes ont adopté le blason, j'ai envie de dire, de leur patron, oui. Si on veut. Rothschild, le bouclier rouge. Voilà, tout à fait. C'est étonnant, mais ça a une certaine consonance. Un certain sens, oui, il y a une certaine part de vérité, certainement. Oui. Voilà. Ensuite, donc il y a également la question du lever de soleil. Ça, c'est très très étrange. J'invite nos auditeurs à aller regarder, à taper dans un moteur de recherche blason de l'Union soviétique. Et vous verrez que le coat of arms, d'abord c'est très étonnant que ce genre de pays pratique également l'héraldique. Vous admettrez. Ils auraient pu bazarder ça avec toutes les vieilleries de la vieille Russie. Non, ils ont jugé nécessaire de refaire des symboles, de refaire des blasons, de refaire le blason de la Russie, des Saintes Russies en Union soviétique. Ils ont refait les armes de la nouvelle nation. Faire du neuf avec du vieux. Si on veut. Et quel symbole voit-on apparaître? Le symbole du lever du soleil. Très étonnamment, ça n'a pas échappé d'ailleurs aux conservateurs américains, Obama a choisi le même symbole. Ça renvoie... d'autres régimes dans le passé l'ont aussi utilisé, hein, d'autres régimes... Tout à fait. Et ça renvoie évidemment à des significations religieuses, au culte solaire d'une part, mais surtout à une symbolique de l'initiation et encore une fois à une certaine conception du monde qu'on pourrait qualifier, pour faire vite, d'astro-théologie. Voilà. Donc ésotérique. Tout à fait. Ensuite, la boucle est bouclée, effectivement. Ensuite, il y a les liens que Lénine a entretenus avec le monde illuminé, puisque à la suite de Pike, Albert Pike, fondateur du Ku Klux Klan, ancien général commandant des unités indigènes, donc indiennes, avec les confédérés pendant la guerre de sécession américaine, qui a d'ailleurs sa statue à Washington, très bizarrement, puisque c'est la capitale fédérale, qu'il faisait partie d'une armée défaite, et il est le seul sudiste à avoir une statue à Washington, hein. Ça je vous le garantis, qui a d'ailleurs été payé par l'ordre des 33e, le collège des 33e degrés mondiaux, je crois, et qui a sa statue à Washington. Juste en face d'ailleurs du grand temple à Washington de l'ordre écossais, de la maçonnerie écossaise. Eh bien, après Pike, qui a été donc pardonnez-moi, je suis pas très versé là de mémoire dans les titres de tout ce petit monde, mais disons qu'il était le grand commandeur il était inspecteur général de la maçonnerie en gros pour le Sud, mais en fait il avait un rôle éminent, disons, dans la maçonnerie mondiale, et était en quelque sorte le chef visible de la maçonnerie mondiale. Enfin cette branche-là, en tout cas la branche à laquelle il appartenait. Et à sa suite, il y a eu Mazzini, puis un autre dont le nom m'échappe là, Mazzini, donc le grand révolutionnaire italien, hein, le Carbonari, et puis un deuxième, je crois que c'est Lémy, son nom, c'était le successeur de Mazzini, je crois que c'est Lémy, si je me souviens bien. Et puis ensuite, après Lémy, à la mort de Lémy, c'est Lénine qui occupera cette place éminente de, disons, grand inspecteur de la conspiration illuminée, si vous voulez, pour faire ça. Mais des sources sont disponibles ou oui, ce sont des suppositions ou... Les sources, elles sont extrêmement ténues, mais il y a quelques sources. Là, franchement, je serais bien en peine de les donner là, mais pour avoir fait des recherches moi-même et pour en avoir discuté avec d'autres chercheurs, nous sommes arrivés un peu aux mêmes éléments. Alors peut-être est-ce que nous avons trouvé les mêmes sources, etc. Mais je ne crois pas. Je crois qu'il y a je pourrais vraiment, si c'est important, je pourrais à la rigueur essayer de me procurer quelques données là-dessus et les donner aux auditeurs par après. Mais vraiment, enfin,
Il a été, par exemple, initié sur l'île de Capri, en Méditerranée. Tu parles de Lénine, de Lénine. C'est une certitude. D'accord. Il a été initié vraiment je dirais, à des très hauts niveaux de... De toute façon, il fréquentait ce petit monde-là. Ça, c'est sûr à 100%. Tout à fait. Il faisait partie, disons, de ce qu'on pourrait appeler l'hyperclasse révolutionnaire mondiale à laquelle appartenaient, disons, ces illuminés. Ensuite, il y a bien un document intéressant qui va dans ce sens et qui semble confirmer le rôle qu'a joué Lénine. C'est un livre qui s'appelle Red Symphony, qui était publié en Espagne dans les années 50 qui avait été donc ramené en Espagne par un volontaire de la division Azul, donc un ancien de la guerre d'Espagne, embarqué dans les quelques Espagnols qui ont fait la guerre avec le Reich et qui a intégré donc la Waffen-SS sous cette étiquette de division Azul et qui de retour de Russie en fait a trouvé sur le cadavre d'un médecin un compte rendu d'un interrogatoire. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ensuite, il y a des quelques indices aussi qui sont donnés dans le livre d'Hélène Blanc sur les liens entre le KGB, enfin plus exactement sur les liens entre une certaine hiérarchie communiste et le projet illuministe, le projet de subversion mondiale, si vous voulez, puisque des éléments sains, s'il est permis de parler comme ça, du KGB, dans le cadre de certaines enquêtes, en fait, on décelait des activités anti-soviétiques, plus exactement anti-patriotiques, de certains agents à l'intérieur de la structure de pouvoir soviétique. Eux, ils faisaient leur boulot, si vous voulez, correctement. Les gentils flics, quoi. Ouais, gentils flics, quoi. Il fait le boulot, il cherche les espions, les machins. Et il finit par tomber, en fait, sur un réseau d'agents, donc d'authentiques soviétiques, révolutionnaires, etc., mais qui occasionnellement contrevenaient aux intérêts de la Russie soviétique, de la Russie réelle, en fait, pour favoriser les intérêts de la conspiration transnationale, disons, à laquelle ils appartenaient. Et ça a été documenté par des agents du KGB. On trouve quelques documents très rares, mais on trouve quelques documents sur cette question. Et il y a le livre très intéressant sur ces questions qui s'appelle Fire in the Minds of Men, sur les sources occultistes, ésotériques et illuministes du communisme dans cet ouvrage Fire in the Minds of Men. Le feu dans l'esprit des hommes. Il n'y a pas de traduction française pour nos auditeurs? Je ne crois pas. Fire in the Minds of Men, donc de Billington, qui lui est un ouvrage très intéressant et qui permet justement un approfondissement de ces sources du mouvement révolutionnaire, des origines exactes, des origines occultes du mouvement communiste et du mouvement révolutionnaire plus largement. Voilà, donc ce livre, vraiment, je le recommande, Fire in the Minds of Men, de Billington. Et puis, encore un autre ouvrage qui traite un petit peu de cette question, je dirais, pour revenir plutôt aux aspects sur le caractère conspiratoire du communisme. C'est un livre de Golitsyn. Le titre là actuellement m'échappe, mais je vais vous retrouver ça tout de suite. Dans ce livre, Golitsyn en fait raconte son expérience en tant qu'intellectuel, je dirais, faisant partie du système, avancé, mais dans le système, dans des petites revues confidentielles, en fait, vraiment les services de renseignement, en fait, et certains cénacles proches du pouvoir cherchaient en fait à décloisonner la Russie, à lui redonner la Russie soviétique, à lui donner une nouvelle position tactique avantageuse. Ils se rendaient bien compte que le système était en train de tomber de décrépitude, et donc pour lui donner en fait un nouveau souffle, mais totalement léniniste, totalement dans la ligne révolutionnaire marxiste, il s'agissait en fait de créer une intox du monde occidental pour pouvoir aller vers un des projets qu'avait à l'époque la subversion mondiale, qui était la convergence, c'est-à-dire faire converger d'une part l'Europe occidentale vers une certaine forme de socialisme approfondi, mais libéral dans l'esprit, et dans le même temps libéraliser le système soviétique de manière à pouvoir en fait créer une union euro-soviétique. Ça explique en partie d'ailleurs la nature totalement soviétoïde des institutions européennes, puisqu'elles ont été construites dans le but de pouvoir permettre justement cette conjonction. Compatibilité. Voilà, tout à fait.
Et là, on est en plein 1984 là. Ah bah totalement. Golitsyn, en fait, dénonce les manips de ce qu'on pourrait appeler le parti intérieur euro-russe, enfin euro-soviétique, dans plusieurs ouvrages, dont un qui s'appelle Le mensonge de la perestroïka. Il raconte comment, dès la fin des années 60, la perestroïka, la glasnost et tout ça était déjà en fait prévu par la haute hiérarchie soviétique, dans le but de sortir de cette guerre de position avec le monde libre et pouvoir redonner en fait une nouvelle jeunesse, une vigueur nouvelle au socialisme, et essayer de sauver en fait le système soviétique par ce biais. Par exemple, et ça c'est quand même très étonnant, il y a cette figure qui a été une idole de l'Occident, qui était Gorbatchev. Gorbatchev. J'aurais dit plutôt Che Guevara parce que Gorbatchev. Ah non, mais dans les années 80, il était absolument adoré dans le monde, dans l'Europe de l'époque. Enfin, la tâche Litvin peut-être. Ah, oui. Mais voilà, et sa relation avec cet ancien communiste qui alors jouait les gros bras de droite, qui était Reagan, et Gorbatchev était et est resté, il l'est encore aujourd'hui, un authentique marxiste-léniniste. Oh là là, c'est énorme ce que tu viens de dire. C'est une nouvelle, hein. Il le dit publiquement. Hein. Il dit. Ah bon? Mais oui, il dit qu'en gros, il a été dépassé par les événements de la perestroïka, mais lui ne voulait pas du tout qu'Eltsine prenne les affaires en route. Il voulait simplement que le parti se rénove, qu'il le fasse en fait, qu'il retrouve les origines authentiques marxistes-léninistes de l'Union soviétique. Ouais. Mon meilleur ennemi, quoi, finalement. Tout à fait. Et donc Gorbatchev, qui est toujours resté un léniniste, a depuis très longtemps entretenu des liens avec des associations, enfin des organisations comme Lucis Trust et l'église Saint John the Divine, qui appartient entre autres à, je crois, un truc qui s'appelle la Fédération des religions du monde ou quelque chose comme ça. Enfin, ça se retrouverait facilement. Mais voilà, j'invite les auditeurs à aller plus dans le détail. Là, le nom exact m'échappe, mais Gorbatchev est très lié, en gros, à des menées de nature un peu théosophique. Il est le patron d'une organisation, enfin d'une ONG qui s'appelle la Green Cross International, et qui est une organisation pseudo-environnementale. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que le socialisme, lorsqu'il a commencé justement à décliner, s'est rué sur la question environnementale parce qu'ils y ont vu un moyen très commode d'imposer justement à la fois des gouvernements supranationaux. En fait, il s'agissait d'aller chercher des thématiques supranationales pour continuer l'aventure socialiste. Et rouge-vert, quoi. Rouge-vert, voilà, tout à fait. Et ce Gorby, par exemple, Gorbatchev, et toute cette intelligentsia authentiquement, enfin même paléo-soviétique, si vous voulez, entretient des liens très profonds avec des organisations comme celle de George Soros, par exemple, et se flatte, par exemple, d'opérations comme Occupy Wall Street, puisque c'est une sorte de... On les retrouve là. C'est oui. Bah oui. Hallucinant. Bah oui, puisqu'ils... Les indignés de Wall Street. Ouais. Alors attention, il y a des aspects très positifs dans les indignés de Wall Street, hein. Ne caricaturons pas, mais disons que... nous ne sommes pas des libéraux forcenés, hein, ça c'est sûr. Derrière cette opération, il y a George Soros, oui. Et tous les socialistes internationalistes, si vous voulez. Et Gorby s'est recyclé dans le socialisme vert, mais aussi dans toutes les je dirais, les meetings, les symposiums, les colloques, les machins, de nature plus religieuse, autour de Saint John the Divine et d'organisations théosophiques comme le Lucis Trust, qui jadis s'appelait le Lucifer Trust. Oula. Il est d'ailleurs connu, lui, pour avoir des pratiques occultistes ainsi que sa femme. Voilà, sa femme qui dit-on est une kabbaliste de haut vol. Voilà. Souvent c'est en famille, hein, pour le meilleur et pour le pire, enfin surtout pour le pire. Mais est-ce qu'il y a un lien avec, je retourne peut-être un peu dans le passé, mais est-ce qu'il y a un lien avec le trotskisme parce que là tu me parles souvent d'internationalisme, alors que bon, il y a quand même, disons que sous Staline, par exemple, on avait un socialisme plutôt patriotique, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, tout à fait. Bah, il y a une vraie différence. Alors ça nous renvoie à Red Symphony, et l'ouvrage dont j'ai raconté tout à l'heure les circonstances dans lesquelles il a été trouvé par un gars de la division Azul revenu du front de l'Est et qui a publié ça dans les années 50 en Espagne. Donc on a la trace, je dirais, documentaire de ce livre. C'est donc l'interrogatoire d'un certain Christian G. Rakowski,
qui était un des fondateurs du communisme, enfin du mouvement communiste international, et qui est interrogé donc par le NKVD, qui est le KGB de l'époque, en 1938. Hein. À l'époque, il a 65 ans. Il fait partie des premiers bolcheviks, bien sûr, et il risque une exécution capitale pour complot pour renverser Staline. Et dans le script de la transcription de ces 50 pages d'interrogatoire, intitulé donc Red Symphonie, Symphonie Rouge, qui n'était pas destiné à devenir public, puisque c'est le compte-rendu de cet interrogatoire. Il faut savoir que le type en question, donc Rakovski, était aussi sous drogue. Hein. Enfin, je veux dire sous drogue, il n'était pas défoncé, on l'avait amolli pour qu'il parle, ouais. Parle un peu plus aisément. Et il explique qu'en fait, les vrais internationalistes, et que c'est pour ça que Staline n'est pas un vrai communiste, et que le vrai communisme, je dirais, chimiquement pur, était chez les trotskistes, c'est que les vrais... Ou alors les léninistes, les premiers, quoi. Ils étaient tous léninistes. Justement, il dit, aujourd'hui, les vrais communistes, ce n'est pas vous, les staliniens, qui êtes retournés dans les logiques nationales, qui avaient rompu avec la révolution mondiale, qui voulaient simplement le socialisme dans un seul pays, qui avaient persécuté les juifs, qui avaient persécuté les juifs dans le parti, je veux dire, qui avaient persécuté Trotsky, etc. Vous n'avez rien compris. Les vrais internationalistes, et c'est eux qui sont à l'origine de la révolution, ce sont eux les vrais révolutionnaires, ce sont les capitalistes. Alors là, le mec qui interroge le gars tombe littéralement sur le cul et dit « Attendez, je comprends pas là, de quoi vous parlez ?» Je suis aussi bien assis, je suis bien assis, j'écoute avec attention. Et justement, le gars en question, l'interrogé, enfin le prévenu, continue de raconter comment, depuis les origines, le mouvement communiste a été promu par la haute finance, les liens profonds qui unissent Trotsky et sa communauté à la banque de New York. D'ailleurs, certains disent que Bronstein viendrait en fait du fait qu'il viendrait du Bronx. Trotsky, hein, oui. Trotsky, de son vrai nom, Bronstein. Certains disent que c'est parce qu'il serait en fait originaire d'une famille du Bronx, de New York. Et il confirme donc dans ce document que la révolution était un programme piloté par les Illuminés avec pour principaux promoteurs les Rothschild. Et qu'ils ont essayé d'utiliser le communisme en fait pour établir une dictature mondiale des puissants, des riches, enfin de la banque, enfin de la haute finance, quoi. Et c'est peut-être un des documents les plus importants de l'histoire moderne, encore qu'il soit très peu connu, puisqu'il révèle que beaucoup des événements qui auront eu lieu par la suite ont eu pour promoteur, simplement, je dis pas qu'ils contrôlent tout, je dis juste que ils ont mené leur jeu, un jeu extrêmement cynique et extrêmement caché et sinistre. Et donc ce Rakovski, ce Christian Rakovski, qui était un vieux soldat du bolchevisme, militant de la première heure. Tout à fait, militant de la première heure, raconte donc dans cet interrogatoire de nuit des choses absolument ahurissantes pour qui n'a jamais entendu parler de ces choses. Rakovski devait sauver sa vie et il fallait qu'il en dise suffisamment pour que les staliniens aient envie de le garder, mais pas trop pour qu'ils aient pas envie de le tuer en tant que traître. Donc il a essayé de naviguer entre ces deux objectifs, ces deux contraintes, et il s'agissait pour lui de gagner la confiance de ses interrogateurs de manière à ce qu'ils le gardent en vie. Lui était accusé de trotskisme, donc il explique que il appartient en effet à cette branche trotskiste et qu'il est lui un authentique communiste, un authentique internationaliste, ce que n'est pas Staline, ce que ne sont pas les staliniens puisqu'ils ont fait un retour à la nation, un retour à des logiques territoriales, ils ont mis fin à la révolution mondiale pour faire le socialisme dans un seul pays, alors que lui se réclame d'un capitalisme communisme avec un soubassement dans la finance internationale. Et il confirme que le mouvement révolutionnaire a été désigné pour provoquer une révolution mondiale avec l'agitation du collectivisme, du socialisme, etc., afin d'établir une société féodale sur laquelle pourraient enfin régner, sans partage, les banquiers mondiaux. Pour lui, le mot révolution renvoie à la mise à terre de la civilisation occidentale. Il s'agissait de vaincre le christianisme, la chrétienté, l'Occident. La tradition. La tradition. Avec un grand T, quoi. Afin d'établir donc ce système avec les financiers à sa tête. Donc un moyen de subversion
avec des visées mondiales universalistes, ou alors tout simplement peut-être aussi créer son propre ennemi finalement, que la finance se crée son propre ennemi et manipule son propre supposé ennemi. Ou alors, on pourrait même dire ça peut-être différemment, les deux faces d'une même pièce. Rakowski, dans ce document, raconte que le vrai pouvoir réside dans l'argent. Et que oui, une même pièce, effectivement. Ouais. Les Rothschild ont mis en place le système bancaire et que le mouvement révolutionnaire, promu par Mayer Rothschild et ses alliés, est destiné à protéger le monopole de la banque. En fait, les Rothschild n'étaient pas les trésoriers de la révolution, ils en étaient les chefs secrets. Ils étaient les chefs secrets du communisme. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que les communistes portaient les couleurs rouges... Ils ne faisaient pas que financer, mais c'est vrai que d'habitude, quand on finance, on pilote. Hein. Voilà, enfin, dans ce monde-là, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut rappeler aussi que donc dans le cadre de cette lutte entre trotskistes et staliniens, en fait, les banquiers mondiaux, en fait, avec l'arrivée de Staline, ont en partie, en tout cas, perdu la main sur leur joujou révolutionnaire. Et en fait, le leadership devait normalement passer de Lénine à Trotsky. Voilà, et c'est comme ça que ça devait se passer. Donc il y a eu un couac à un moment donné, quoi. Oui, il ne contrôle jamais tout. C'est là, en fait, Staline est désigné dans ce témoignage comme une sorte de Bonaparte, un nationaliste opposé au plan de l'internationalisme communiste dont Trotsky était le véritable leader. Et en fait, il dit de Staline, Rakowski dit de Staline qu'il a tué la révolution, qu'il ne la sert pas, qu'il s'en sert, qu'il ne représente que le plus ancien impérialisme russe, exactement comme un Napoléon s'était identifié avec les Gaulois. Voilà. Un nouveau tsar, quoi. Une sorte de nouveau tsar, tout à fait. Dans leur vision des choses. Bien sûr. Un tsar rouge. Voilà. Voilà. Donc voilà, disons que toutes ces choses continuent. Hélène Blanc en donne quelques pistes dans son ouvrage KGB Connection, mais pas seulement. On peut voir qu'il y a aujourd'hui encore certaines menées, certaines pratiques qui laissent penser que tout ce système, je dirais, soviétique a réussi à faire sa mue et à poursuivre pour certains le vieux rêve du socialisme mondial avec des gens comme Gorbatchev par exemple, et d'autres qui plus cyniquement ont rejoint les sources authentiques de la révolution soviétique, qui étaient donc ces vrais internationalistes que sont les capitalistes, tels que le raconte ce prévenu dans le livre fascinant et passionnant Symphonie rouge. Et, très intéressant. Hein. Et ça, c'est vraiment c'est là qu'on voit les connexions entre, je dirais, le monde de l'occulte, dont les Rothschild sont sans doute d'une certaine manière les grands prêtres, et la conspiration à ciel ouvert, et encore que pas toujours à ciel ouvert, qu'a constitué le système soviétique. Eh bien voilà, le temps qui nous a imparti touche malheureusement déjà à sa fin. Hein. Merci Monsieur K d'avoir bien défriché quand même ce sujet bien ardu et épineux qui était le communisme et les liens qu'il entretient avec l'ésotérisme. Moi je vous dis à toutes et à tous, hissez le drapeau noir et passez à l'abordage. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission d'Enigma.